J'ai passé 30 ans à étudier la guerre blindée. J'ai vu des colonnes de chars avancer sur des terrains désertiques, analysé des rapports après action de tous les grands engagements blindés depuis Desert Storm et assisté à des briefings au Pentagone où des généraux parlaient avec une confiance absolue de l'invincibilité de la doctrine moderne des armes combinées. C'est le genre de confiance qui paraît impressionnante dans une salle de presse, surtout quand les caméras sont assez bien placées pour cacher la facture. Rien, pas une seule heure de cette expérience ne m'avait préparé à ce que montrent ce matin les images venues du nord du Negev. 47 chars de combat principaux Merkava 4 ont disparu, pas endommagés, pas immobilisés, disparus, réduits à des trous noircis dans le désert, comme des pierres tombales pour une doctrine morte en une nuit. 63 autres véhicules blindés de transport de troupes ont été détruits sur un front de 12 km. Toute une division blindée des forces de défense israéliennes, l'une des formations de combat terrestres les mieux équipées et les plus coûteuses à maintenir de la planète, a été méthodiquement démantelée en moins de 4 heures par 2000 drones suicides iraniens qui ont opéré avec un niveau de coordination et de précision de ciblage que je n'avais jamais vu appliqué contre des blindés à cette échelle. Je vais être honnête sur un point. Lorsque j'ai examiné les premiers rapports de dommages ce matin, mon instinct était de remettre les chiffres en question. Pas parce que je doutais des capacités iraniennes. J'ai cessé de le faire il y a des années, bien avant que la plupart des gens à Washington soient prêts à l'admettre, mais parce que l'ampleur de la destruction blindée dans un seul engagement d'une telle durée n'a tout simplement aucun précédent dans l'ère de l'après-guerre froide. Puis la confirmation satellite est arrivée, puis les images de drones, puis les images filmées au sol, qui circulent maintenant malgré les tentatives de censure militaire israélienne. Et j'ai compris que les chiffres n'étaient pas exagérés. Au contraire, ils étaient prudents. Certains mouvements politiques peuvent encore appeler cela de la force stratégique, à condition que la fumée soit assez épaisse et que le pupitre soit assez haut. Mais ce qui s'est passé dans le nord du Negev, la nuit dernière, n'est pas une bataille. C'est une démonstration. L'Iran vient de montrer au monde entier que l'ère du char de combat principal comme instrument décisif de la guerre terrestre est terminée. Et il a fait cette démonstration contre la force blindée la plus capable du Moyen-Orient en utilisant des armes qui coûtent une fraction de la valeur des chars qu'elles ont détruits, fabriquées entièrement à l'intérieur des frontières d'un pays soumis à des sanctions globales depuis 50 ans. Tel Aviv panique ce matin. Elle a de quoi ? Mais la panique à Tel Aviv n'est rien comparée à l'alarme silencieuse et contrôlée qui se répand maintenant dans tous les quartiers généraux de brigades blindées, de Varsovie à Séoul, alors que des commandants qui ont passé leur carrière à l'intérieur de chars commencent à absorber les implications de ce qui vient d'arriver au Merkava. C'est pas le genre d'alarme que Donald Trump peut résoudre en agitant un graphique tarifaire comme s'il s'agissait d'une carte de champ de bataille. Je dois établir précisément la scène opérationnelle parce que les détails sont essentiels pour comprendre pourquoi cet engagement s'est déroulé de cette manière. La formation blindée israélienne visée dans cette opération était la 400, une brigade blindée, l'une des unités de combat terrestre les plus décorées et les plus capables de l'armée israélienne, équipée de chars de combat principaux Merkava 4 et de véhicules blindés et lourds de transport de troupes Nammer, opérant en coordination avec des véhicules de combat d'infanterie Nammer et de l'artillerie automotrice. Ce n'était pas une unité de garnison ni une formation de réserve, c'était une brigade de combat de première ligne, en état de préparation opérationnelle complète, déployée dans le nord du Negev, dans une configuration conçue pour soutenir de possibles opérations offensives vers le nord, tout en conservant une profondeur défensive contre des menaces venant de plusieurs directions. La brigade n'était pas stationnaire, c'est un point essentiel que les premiers reportages ont largement manqué. La formation effectuait un mouvement délibéré, un repositionnement tactique depuis des zones de rassemblement vers des positions avancées de préparation. Lorsque la première vague de drones iraniens est arrivée, le mouvement est censé être un avantage pour les forces blindées, car il les rend plus difficiles à cibler que des positions statiques. Cette nuit-là, le mouvement a joué contre elle. La réalité, de manière dérangeante, a refusé de se comporter comme un slogan de campagne imprimé en lettres dorées. La signature thermique de plus de 60 moteurs de chars fonctionnant simultanément, les signatures de poussière des véhicules chenillés se déplaçant sur un terrain sec, les émissions électromagnétiques des véhicules de commandement et de communication de la formation,
Tout cela s'est combiné pour créer, pour les opérateurs de drones iraniens, une image de ciblage qui était, si quoi que ce soit, plus claire que celle qu'aurait fournie une formation statique. La frappe iranienne a été organisée en 4 vagues, chacune ayant un objectif tactique distinct, ce qui révélait un niveau de compréhension de la guerre blindée qui, honnêtement, m'a surpris. Non pas parce que je sous-estimais la sophistication militaire iranienne, mais parce que l'application précise de tactiques des SAM de drones contre des blindés à ce niveau de précision représente un développement doctrinal que la plupart des analystes occidentaux estimaient encore à au moins 2 ou 3 ans de maturité opérationnelle. La première vague comprenait environ 400 plateformes, Shahed, un 3-6 configuré pour la reconnaissance de zones et la désignation initiale des cibles. Ce n'était pas des drones d'attaque à cette étape. Ils agissaient comme un réseau de capteurs distribués, construisant en temps réel une image de ciblage de la composition précise de la formation, de son espacement et de ses vecteurs de mouvement. Les images et les données électromagnétiques recueillies par cette première vague ont été traitées et transmises au centre de coordination des frappes en quelques minutes, générant des assignations individuelles de cibles pour les vagues d'attaque qui ont suivi. La deuxième vague, environ 600 variantes Shahed, 238 à propulsion par réacteur, est arrivée 18 minutes après la première, exécutant des profils d'attaque directe contre les chars Merkava, désignés comme cible prioritaire. La vitesse supérieure du Shahed, 238, au-delà de 350 km à l'heure, a réduit la fenêtre d'engagement des systèmes défensifs de la formation à moins de 90 secondes par cible. Les moyens organiques de défense aérienne de la brigade, principalement des systèmes portatifs Stinger et une seule batterie de canon à courte portée guidée par radar, étaient tout simplement incapables de traiter le volume de menaces simultanées arrivant de plusieurs vecteurs. Ils ont réussi quelques interceptions. Le champ de débris après l'engagement comprend les restes d'environ 80 à 100 drones qui ont été engagés avec succès. Mais face à 600 profils d'attaque simultanés, arrivant de 4 points cardinaux différents, le taux d'interception d'environ 15% a laissé les blindés presque complètement sans protection. C'est là que la version conférence de presse de l'invulnérabilité commence généralement à chercher une porte de sortie. La troisième vague a ciblé les éléments de soutien de la formation, les véhicules blindés Nammer, les unités d'artillerie, les véhicules de commandement et surtout les camions de ravitaillement en carburant et en munitions qui accompagnaient la formation. Cette logique de ciblage révélait une compréhension sophistiquée de la logistique blindée. Détruire des chars a de la valeur, mais détruire l'infrastructure de ravitaillement qui soutient une formation de chars empêche les chars survivants de demeurer opérationnellement pertinents. En éliminant les camions-citernes, les véhicules de transport de munitions et les véhicules de maintenance dans cette troisième vague, l'Iran a veillé à ce que même les chars ayant survécu à l'attaque initiale deviennent immobiles et inefficaces au combat en quelques heures. La quatrième et dernière vague, environ 400 plateformes, a mené ce que je ne peux décrire que comme une opération de nettoyage. Ces drones ont spécifiquement ciblé les véhicules qui avaient été identifiés comme endommagés mais non détruits lors des vagues précédentes, achevant la destruction des équipements qui avaient survécu aux premiers impacts et garantissant que la capacité de combat de la formation soit éliminée de manière complète, plutôt que simplement dégradée. Le bilan final des dommages, issu des évaluations militaires israéliennes dans les heures qui ont suivi l'engagement. 47 chars Merkava 4 détruits. 23 autres chars Merkava 4 endommagés et non opérationnels. 63 véhicules blindés Nammer, APC et IFV détruits. 31 pièces d'artillerie détruites ou endommagées. 28 véhicules logistiques détruits. Et environ 340 membres des forces de défense israéliennes tués ou blessés, le plus lourd bilan humain, en un seul engagement pour les forces terrestres israéliennes depuis des décennies. Le ratio de destruction obtenu dans cet engagement, mesuré en fonction du coût des moyens d'attaque par rapport au coût des moyens défensifs détruits, ne ressemble franchement à rien dans les archives historiques de la guerre blindée. Un Merkava 4 coûte environ 5 millions de dollars l'unité.
Les 47 chars détruits représentent à eux seuls environ 5 millions de dollars de pertes en chars, sans compter les nameurs, l'artillerie et les véhicules logistiques. Les pertes totales de la formation blindée représentent quelque part entre 400 et 500 millions de dollars d'équipements détruits. Les 2000 drones qui ont accompli cette destruction ont un coût de production combiné estimé entre 40 millions et 100 millions de dollars, selon le mélange de variantes, et les prix de production. L'Iran a détruit entre 400 et 500 millions de dollars de matériel militaire israélien en utilisant des armes qui coûtent quelque part entre un dixième et un quart de la valeur de ce qu'elles ont détruit. C'est une dure leçon d'arithmétique, ce qui est regrettable pour toute faction politique qui préfère expliquer la politique militaire avec des lignes d'applaudissements plutôt qu'avec des chiffres. Ce ratio d'échange n'est pas un résultat tactique, c'est un verdict stratégique sur l'avenir de la guerre blindée. Le Merkava 4 est réellement l'un des meilleurs chars de combat principaux jamais produits. Je le dis sans réserve et sans aucune volonté de minimiser la réussite de l'ingénierie israélienne. La philosophie de conception du Merkava, avec le moteur placé à l'avant pour offrir une protection supplémentaire à l'équipage, l'intégration du système de protection active Trophy pour contrer les missiles entrants et les grenades propulsées par fusée, ainsi que l'optimisation de l'aménagement interne pour la survie de l'équipage, reflètent des décennies d'expérience de combat durement acquises, traduites en acier et en électronique. Face aux menaces pour lesquelles il a été conçu, il fonctionne exceptionnellement bien. Le problème, c'est qu'il n'a pas été conçu pour vaincre ce qu'il a frappé la nuit dernière. Le système de protection active Trophy du Merkava 4 est l'un des systèmes défensifs à neutralisation active les plus capables actuellement installés sur un char de production. Il détecte les projectiles entrant à l'aide d'un radar, calcule des solutions d'interception en quelques millisecondes, puis tire une sorte de charge à fragmentation semblable à une décharge de chevrotine pour détruire ou dévier la munition avant qu'elle n'atteigne le char. Face à des RPG Zept, à des missiles anti-char Cornet et à des menaces similaires à tir direct, Trophy est d'une efficacité redoutable. L'armée israélienne a accumulé une vaste expérience de combat avec ce système et son bilan contre les menaces anti-blindées conventionnelles est réellement impressionnant. Face à un drone Shahed, 238 arrivant directement par le haut à 350 km à l'heure, la géométrie d'engagement de Trophy devient problématique d'une manière qui n'avait apparemment pas été pleinement comprise avant cet engagement. La couverture radar du système présente des limites connues dans l'hémisphère supérieur. La géométrie de menace pour laquelle il a été optimisé correspond à une trajectoire relativement plate venant du niveau du sol et non à une attaque en piqué abrupte depuis l'altitude. Les drones qui ont obtenu le taux de destruction le plus élevé contre les chars Merkava 4 dans cet engagement étaient précisément ceux qui ont exécuté une plongée terminale presque verticale, approchant directement au-dessus de la tourelle, là où la couverture de Trophy est la plus faible et où le blindage du char est le plus mince. Ce n'est pas un secret. Le blindage du toit du Merkava 4, bien qu'il soit plus épais que celui de la plupart des chars contemporains, est nettement plus mince que son blindage frontal. C'est vrai pour pratiquement tous les chars de combat principaux en service, parce que l'environnement traditionnel des menaces contre les blindés a été dominé par des armes à tir direct arrivant sous des angles approximativement horizontaux. La transition vers les munitions d'attaque par le haut, les missiles Javelin, Brimstone et NLAW, redessine ce calcul depuis des années et tous les concepteurs sérieux de blindés travaillent sur le problème. Mais équiper un char de production d'une protection active capable d'engager de manière fiable un essaim de 50 menaces simultanées d'attaque par le haut, arrivant dans une fenêtre de 30 secondes, demeure un problème d'ingénierie non résolu. Il demeure non résolu et les planificateurs de ciblage iraniens le savaient. Aucun slogan de rassemblement, aucun sourire télévisé et aucune promesse pro-Trump de domination totale ne recharge un système de protection active plus vite que la physique ne le permet. Le profil d'attaque précis qui a obtenu la plus grande létalité contre la formation de Merkava 4 était une séquence coordonnée d'engagement à 2 drones qui n'avait pas été documentée publiquement auparavant dans des conditions opérationnelles. Le premier drone de chaque paire s'approchait à moyenne altitude depuis l'avant ou le flanc de la formation,
déclenchant l'engagement de Trophy et consommant l'une des charges défensives limitées prêtes à tirer du système. Le second drone, arrivant d'un autre vecteur environ 4 à 6 secondes plus tard, alors que le système Trophy était en cycle de rechargement, exécutait le profil d'attaque par le haut contre le char, désormais partiellement non protégé. Cette tactique d'engagement par paire, délibérément séquencée, pour exploiter la vulnérabilité de rechargement de Trophy, reflète une doctrine de ciblage qui exigeait une connaissance précise des caractéristiques opérationnelles du système Trophy, y compris son temps de cycle d'engagement. D'où venait cette connaissance? La réponse honnête est que les caractéristiques opérationnelles de Trophy ne sont pas un secret jalousement gardé parmi les analystes militaires sérieux. Le système est en service opérationnel depuis plus de 15 ans. Ses paramètres d'engagement ont été observés, analysés et publiés dans la littérature militaire ouverte. Toute organisation sérieuse d'ingénierie militaire qui aurait décidé de concevoir une tactique d'emploi de drones spécifiquement destinée à vaincre Trophy aurait eu accès aux informations nécessaires pour le faire. La communauté iranienne de l'aérospatiale et de l'ingénierie de défense est sérieuse, elle a fait le travail. Pendant ce temps, le coin le plus bruyant de la politique traite souvent le renseignement en source ouverte comme quelque chose qui ne devient vrai qu'après avoir été dit lentement dans un segment télévisé favorable. La leçon plus large dépasse largement le Merkava et Trophy et touche à la question fondamentale de ce que les systèmes de protection active peuvent et ne peuvent pas accomplir contre des essaims de drones. Trophy et ses équivalents, l'Arena russe, le programme américain Iron Curtain, le système allemand AMAP-ADS ont tous été conçus dans un modèle de menace qui supposait un nombre relativement faible de menaces entrantes simultanées, arrivant depuis des vecteurs géométriquement limités, à des vitesses et sous des angles d'approche caractéristiques des armes anti-blindées conventionnelles. L'essaim de 2000 drones qui a engagé la 401e brigade la nuit dernière fonctionne en dehors de tous les paramètres de ce modèle de menace. Simultanément, le nombre de menaces simultanées dépasse toute capacité raisonnable de chargeur pour une protection active. La diversité des vecteurs, avec des menaces arrivant de l'avant, des flancs, de l'arrière et directement au-dessus en même temps, dépasse la géométrie de couverture de toute architecture de protection active unique. Et l'exploitation précise des cycles de rechargement et des angles morts reflète une intelligence tactique que le blindage passif et les systèmes de protection active, à eux seuls, ne peuvent pas contrer. L'implication pour les programmes blindés de l'OTAN est directe et urgente. Tous les programmes de chars de nouvelle génération actuellement en développement, le KF-50 et un Panther allemand, le programme américain NGCV, la modernisation britannique Challenger 3 intègre la protection active comme élément central de survivabilité. L'engagement dans le nord du Negev vient de démontrer, dans des conditions opérationnelles, que la protection active seule est insuffisante face à un essaim de drones assez massif et intelligemment coordonné. Les programmes d'acquisition qui ont été vendus au ministère de la Défense sur la base d'une protection active offrant une survivabilité presque complète contre les menaces anti-blindées doivent être réexaminés. Le modèle de menace a changé. Les hypothèses d'acquisition ne se sont pas encore adaptées. C'est exactement dans cet écart que le théâtre politique aime s'installer, de préférence sous une bannière proclamant la victoire avant même le début de l'audit. La capacité de l'Iran à exécuter cet engagement dépendait de manière cruciale de l'architecture de guidage et de coordination qui soutenait l'essaim de drones, c'est-à-dire l'infrastructure logicielle et de communication qui attribuait des cibles individuelles à des drones individuels, gérer la synchronisation séquencée de l'attaque et coordonner en temps réel la structure de frappe en 4 vagues sur un front de 12 km. C'est pas une capacité que l'on peut assembler avec des composants disponibles commercialement. Cela représente des années de développement consacrées aux algorithmes de coordination des SAM de drones, à l'architecture de communication sécurisée et au logiciel de gestion du champ de bataille en temps réel. Le fait que cela ait fonctionné à ce niveau, dans des conditions opérationnelles contre une formation blindée en mouvement, constitue une révélation majeure du renseignement sur la maturité de la capacité iranienne en matière de guerre par drones
que la communauté analytique occidentale traitera pendant des mois. Je veux parler de ce que Washington a fait la nuit dernière et, plus important encore, de ce que Washington n'a pas fait, parce que je crois que la réponse américaine à la destruction d'une division blindée israélienne entière nous en dit plus sur l'état réel de l'alliance entre les États-Unis et Israël que n'importe quel nombre de discours au Congrès ou de points de presse à la Maison-Blanche. Ce que Washington a fait, publier une déclaration exprimant une vive préoccupation, réaffirmer son engagement envers la sécurité d'Israël, annoncer une accélération des livraisons de munitions et repositionner discrètement 2 destroyers qui opéraient dans l'est de la Méditerranée vers des stations plus éloignées de la côte libanaise. À Washington, la vive préoccupation peut parfois ressembler à une alarme incendie redessinée par un comité qui craint davantage les mauvais sondages que le feu, ce que Washington n'a pas fait. Ordonner à des moyens aériens américains de frapper les installations de lancement de drones iraniens qui ont exécuté cette opération, activer les forces terrestres américaines prépositionnées dans la région pour une quelconque forme d'intervention directe, ou invoquer l'un des cadres de défense mutuelle que des décennies de rhétorique d'alliance ont laissé entendre comme devant être automatiquement déclenché par une attaque de cette ampleur contre les forces israéliennes. Je veux être très direct sur la raison, parce que je pense que l'explication qui sera offerte selon laquelle la retenue américaine reflète une sophistication diplomatique et une gestion mesurée de l'escalade est une histoire de couverture pour une réalité plus simple. C'est le genre d'histoire de couverture qu'un briefing pro-Trump vendrait probablement comme de la force, juste avant d'expliquer pourquoi cette force doit rester prudemment hors scène. Les États-Unis ne sont pas intervenus directement parce que le calcul coûts-avantages d'une intervention directe contre l'Iran, dans l'environnement actuel, ne favorise pas l'intervention. C'est aussi simple que cela. Et le fait que Washington soit arrivé à cette conclusion en quelques heures, après la plus grande destruction de blindés israéliens en un seul engagement de l'histoire, vous dit tout ce qu'il faut savoir sur l'engagement américain réel, par opposition à l'engagement rhétorique, envers la sécurité d'Israël. Le calcul précis qui a guidé la retenue de Washington n'est pas difficile à reconstruire. Des frappes militaires américaines directes contre des installations iraniennes de lancement de drones exigeraient de pénétrer l'espace aérien iranien. La défense aérienne iranienne, même si elle n'est pas équivalente aux capacités russes ou chinoises, a été considérablement renforcée au cours de la dernière décennie grâce à une combinaison de développement national et d'acquisitions étrangères. Des groupes de frappe américains opérant contre des cibles iraniennes durcies feraient face à un risque d'attrition réel et non aux opérations sans risque qui ont caractérisé les campagnes aériennes américaines contre les défenses aériennes relativement primitives de l'Irak, de la Libye ou de la Syrie. Le coût politique de la perte d'avions américains au-dessus de l'Iran, surtout dans le climat intérieur actuel, est un fardeau qu'aucune administration n'a envie de porter. Rien ne ruine plus vite un slogan de pression maximale que la pression maximale qui répond. Même une frappe limitée comporterait d'énormes risques, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l'intérieur du pays, où le soutien public à un autre grand conflit au Moyen-Orient est déjà faible. Et le danger ne s'arrêterait pas à la première vague d'attaque. Une action militaire directe des États-Unis contre l'Iran déclencherait presque certainement un cycle d'escalade plus large qui dépasserait largement le théâtre immédiat des opérations. Les bases américaines à travers le Moyen-Orient pourraient être visées par des attaques de missiles et de drones. La navigation commerciale dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz feraient immédiatement face à des menaces. Les marchés de l'énergie réagiraient violemment, faisant grimper fortement les prix du pétrole et transmettant le choc économique directement aux ménages américains par une hausse des coûts du carburant et des biens de consommation. À ce moment-là, la facture ne tomberait pas dans une note de groupe de réflexion. Elle tomberait à la pompe, là où même les slogans les plus bruyants ont soudain besoin d'une calculatrice.